bienvenue pour un podcast qui s'appelle The Iron Chat. The Iron Chat, qu'est-ce que c'est? The Iron Chat, c'est un podcast qui va parler de League of Legends dans cette période de la saison qui s'annonce palpitante, vu que les Worlds arrivent, les Worlds qui se déroulent en Chine cette année. Du coup, avec mon acolyte présent ce soir, on va parler dans l'ensemble donc des Worlds, donc des play-in, des groupes. Donc moi, c'est Pierre, et mon acolyte ce soir, ce sera FX. Bonsoir à toi. Salut. Alors, ce qui va se passer, c'est très simple, c'est en fait, nous, notre position par rapport aux Worlds, par rapport à League of Legends, c'est on est des joueurs réguliers, on est des Gold, donc forcément pas les meilleurs joueurs du monde, mais par contre, on suit activement la scène e-sport depuis... Au moins tout ça, je sais pas, toi, ça fait depuis combien de temps que tu suis la scène e-sport? Genre ton Bah, premier souvenir d'e-sport? mon premier souvenir Enfin, d'e-sport, sur LoL. c'est le move de Faker contre l'ancien mid comment il s'appelle déjà? H2K, Oui, l'ancien Ryu, mid... Ryu, voilà, contre Ryu, le mid Faker, avec Z what et was tout. that? D'ailleurs, la particularité de la game, c'est que à cette époque-là, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais à cette époque-là, quand ils étaient en 5ème game ou 3ème game en fonction du type de BO que c'était, quand c'était la game de match en fait, C'était une blind. c'était une blind, donc il n'y avait pas de draft, donc on pouvait avoir des match-up miroirs, et là il y avait, je crois Et que je c'était une crois que c'est match-up plus le double cas. Z, non là c'est plus le cas je crois, il y avait Je double Z crois que et... depuis le changement de prod et le passage de la prod coréenne chez Riot, je crois que c'est plus le cas. Ouais. Je crois que c'était une spécificité de la prod, l'ancienne prod coréenne. Mais ouais. Ouais, du coup mon Moi, premier souvenir c'est ça. personnellement, ouais, c'est... Ben, tu vois, moi, c'est pas forcément ça. Je dirais, un de mes premiers, c'est quand les LCS Europe, à l'époque, étaient passés, du coup, à Lille. Et il y avait eu, genre, une game entre Copenhagen Wolves et c'était l'équipe de Bjergsen contre l'équipe de... Oh là là, je me souviens plus exactement du match, mais L'équipe de c'était genre les Bjergsen. grands débuts de Bjergsen qui faisait qui faisait des pentakills et machin avec des games vraiment assez fun quoi. Du coup ouais, c'était comme ça que je suis rentré dans l'esport sur League of Legends. Du coup après à partir de là pour nous c'est ça fait longtemps du coup qu'on suit la scène, ça fait longtemps qu'on joue ensemble. Ça fait longtemps aussi qu'on parle d'e-sport, genre toute l'année on n'arrête pas de s'emmerder à parler de G2 et de Fnatic ou de Damwon et de SKT ou de choses comme ça, enfin de T1. Et du coup ça nous paraissait assez évident au bout d'un moment de faire un peu ce format de podcast où là on va revenir sur ce que c'est les Worlds, sur l'histoire un petit peu des Worlds, on va faire un petit raccourci rapide, un petit détour par là. On va parler du tirage au sort évidemment qui a eu lieu du coup la semaine dernière et des conséquences que ça a et de nos pronos et de comment on sent les équipes. Et ensuite on va terminer sur quelques sujets, donc on va parler de l'état de la Chine forcément qui est ultra favori, de l'Europe et de la Corée qui sont les régions qui sont les seules qui ont apparemment le potentiel d'aller se frotter à la Chine. Et aussi, on aura un petit détour par nos amis de l'Amérique du Nord pour savoir à quelle proximité ils sont des wildcards. Voilà, Oh ce là là. sera globalement nos thèmes de ce soir. Donc là, je te propose du coup de faire une petite rétrospective. Mhm. Donc des éditions, sans trop en parler non plus. Genre par exemple, on va pas trop parler longtemps de l'édition de 2011 ou de 2012 parce que c'est balbutiement, même s'il y a déjà des games qui sont assez marqué. Enfin, je pense tout de suite au Fnatic contre Triple en finale quand même. Ça reste, ça reste un move qui a été marquant pendant un moment, mais maintenant je trouve qu'on en parle beaucoup moins. Maintenant que les Wars ont quand même beaucoup plus grosse histoire, je trouve que genre 2011 on en parle à peine. On dit juste que Fnatic ils ont été champions du monde, mais voilà, on en parle pas non plus des masses. Je sais pas Ouais, ce que t'en penses. parce que, bah, en fait, c'était pas... En fait, quand on compare l'année 2011 au format des années suivantes, comme c'est un format qui est vraiment, vraiment restreint et qu'il y a aucune autre équipe que les Européens et les Américains, je crois. C'est pas de Je crois bêtises. qu'il y avait peut-être des invités. Je crois qu'il y avait une ou deux équipes asiatiques invitées, je Il y crois, avait mais qui peut-être étaient à peine sur LoL, quoi. une ou Et du deux, coup, ouais.
Il y avait peut-être une Mais ou je suis deux pas équipes. sûr. Mais c'était majoritairement européen et américain. Et il n'y avait pas de wildcard, il n'y avait pas le format qu'on connaît aujourd'hui avec euh, plusieurs sites chinois, plusieurs sites coréens, des invitations, enfin une possibilité pour les équipes des régions mineures, donc on appelle wildcard, de se qualifier pour participer. Par exemple le Brésil, aujourd'hui du Japon, et puis Taïwan, et voilà. Ouais. Et il n'y avait pas la LMS non plus. Il n'y avait pas C'est la ça, enfin, il y LMS. a la LMS qui n'est plus non plus, maintenant c'est PCS, vu qu'ils ont fait un regroupement de régions avec le fonctionnement en fait autour de Taïwan. Vu que Taïwan avait pas eu des grosses perfs, ils avaient décidé un peu de s'unir, et là du coup on va voir cette année ce que ça donne. Par contre, il y avait le Vietnam qui ne sera pas là cette année vu qu'ils ont des problèmes par rapport au Covid. Mais voilà. Mais puis surtout, enfin, ce qu'on voit en 2011, c'est la gueule des Worlds, quoi. Je veux dire, c'est une LAN, c'est une LAN, c'est une vieille LAN qui se fait dans un coin, donc c'est pas, enfin, je veux dire, la tronche des Worlds en 2011 est pas terrible. C'est déjà mieux en 2012 quand c'est Taipei Assassin qui gagne au moment où normalement, ou en tout cas les gros espoirs étaient fondés sur Gambit eSport avec Alexis. Le Ah, bon Alex. Ah, le ouais, bon ouais. Alex. Alexis, Voilà. Diamond Prox, Voilà. tous ces... et Rien, compagnie, hein, de d'ailleurs. Hein. rien, de Darien. rien. Ouais, Voilà, enfin vraiment. Et des équipes qui ont marqué quand même l'histoire de LoL, quoi, même si maintenant on en parle beaucoup moins. Et puis derrière, c'est 2013 avec, je dirais, le gros premier step-up des Worlds, quoi, où ça se passe aux États-Unis, où on a le droit à une finale, il me semble, au Staples Center à Los Angeles, où c'est SKT qui gagne. Du coup, SKT qui prend le premier de ses trois titres, avec Faker qui prend le premier de ses trois titres aussi. Faker, je crois qu'il y avait Impact dans cette équipe, je crois c'est cette il y année-là avait où Impact, Impact oui. gagne. Voilà, quoi. Du coup, ouais, c'est le début de la montée progressive de l'e-sport sur League of Legends qui va continuer en 2014 avec la Corée, enfin les Worlds en Corée, où la Corée assoit sa domination en battant aisément à chaque fois un petit peu tout le monde sur son passage. Ça s'élimine que entre eux. Pour une finale encore, comme l'année d'avant, Corée contre Chine, où c'est Samsung White qui gagne. Donc Samsung White qui est maintenant Genji. Donc techniquement, est-ce qu'on peut dire que Genji est double champion du monde? Je ne sais pas, mais bon, c'est sous l'appellation, en tout cas c'était Samsung White. Ça reste plus ou moins la même organe. Et du coup, les Worlds en Corée, je dirais, c'est vraiment la première année où le format prend vraiment la tronche des Worlds, que les Worlds vont garder avec cette finale où il y a une performance live euh, du groupe. Là, c'était Imagine Dragons qui avait fait la musique. Et vraiment, enfin, c'est ce statut des Worlds où il faut qu'on fasse la finale dans une grosse salle, un gros stade, et qu'il y ait une performance, qu'il y ait vraiment une présentation des joueurs, quelque chose d'un peu plus épique en fait au final. Je sais pas si tu te souviens de 2014 vraiment. S'il y a des 2014 games. Ouais. 2014, c'était... Moi, je me souviens que à l'époque, RNG ne s'appelait pas RNG, mais Starnhorn Royal Club, je crois, un truc comme ça. C'est Et il ça, me oui. semble que Uzi jouait. Je crois qu'il Ouais, jouait ouais, dans il cette était team. Je crois que, en tout cas, il me semble qu'en 2014 que j'ai pris connaissance en fait que en Chine il y avait des joueurs qui étaient vraiment très forts et que c'était une région qui presque autant que la Corée pouvait facilement s'imposer à l'international. Ouais, bah ça, et puis il y a aussi en 2014, je sais pas si tu te souviens, la game Fnatic contre OMG qui se termine au bout de 60 minutes et qui se joue à une auto-attaque de Nexus, quoi. Ah ça c'est Euh, terrible, c'est terrible. ouais, qui était crève-cœur à fond, alors que derrière, je crois que Fnatic prend une game à Samsung Blue. Enfin voilà, quoi, c'était des Worlds assez Chine contre Corée, à l'image de ce qui va se passer assez souvent.
quand ça va pas devenir Corée contre Corée, mais du coup Chine contre Corée, mais avec des Européens qui avaient réussi à faire des belles perfs quand même, et les NA aussi qui étaient assez présents en 2014. Je crois que c'est C9 qui arrive aussi à faire une belle perf. Mais derrière, on enchaîne 2015-2016 avec la domination de la Corée, la surdomination même de la Corée. 2015, c'est la fameuse année où SKT sort un 15-1 de sa poche, vraiment, où il lâche une seule game en finale contre, Mm. c'était Rox Tiger, je crois. Non, Alors, en c'était... fait, ils sont Si, c'était Rox une Tiger. game. C'était Rox Ah, Tiger. c'était Ouais, Rox Il me Tiger, semble que c'est... Ouais, ouais, c'était Rox Tiger, ouais. non, Coup Tiger, ce qui devient Rox Tiger derrière. Ouais, Alors eux, ils ont on se trop des noms comprend, tout le temps. on se Voilà. comprend, c'est la même chose, quoi. Mais du coup, c'était Coup Tigers à ce moment-là, avec les deux demi-finales Corée contre Europe, où l'Europe se prend des 3-0 assez violents. Mais en tout cas, moi, 2015, ça fait partie de mes wars préférés, je sais pas pour toi. 2015, Mais ouais. 2015, bah écoute, c'est... Ouais, c'était pour moi l'année où l'Europe aurait dû gagner. Ça s'est pas fait. Où il y avait en tout cas potentiel avec Mais il y avait Fnatic. potentiel. Pour moi, il y avait énorme potentiel. J'avais beaucoup d'espoir, comme énormément de joueurs et de spectateurs et de personnes qui suivent l'e-sport. Il y avait énormément d'espoir porté sur le roster Fnatic. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. Et malheureusement, il y avait Euh... encore un gap, hein. Il y avait un vrai gap en vrai, Ah, entre la Corée et j'ai l'Europe. franchement j'ai franchement un bon souvenir du tournoi d'ensemble. Mais la défaite de Fnatic, je crois qu'ils ont perdu 3-0 en plus. Ouais, Ça 3-0 m'a, Tigers. ça m'a vraiment laissé un goût amer, quoi. Ça m'a vraiment laissé un goût amer. J'avais l'impression qu'ils avaient pas tout donné. Mais bon, ça, c'est une impression personnelle. Mais ouais, c'est dommage. Dommage. Mais une bonne Et année, en tout cas, ouais. ouais, et après en 2016 c'était en NA et la Corée qui va rééditer en fait la même chose qu'en 2015, c'est-à-dire que ils vont mettre leurs deux équipes en finale et non seulement ça, mais en plus aucune équipe coréenne n'est sortie par autre chose qu'une autre équipe coréenne. Donc ça c'est vraiment 2015-2016, c'est la grosse domination de la Corée. Avec en 2016 cette demi-finale qui personnellement est restée dans mon cœur entre SKT T1 et Rox Tigers. Pour moi, c'est vraiment le meilleur BO5 de l'histoire des Worlds. C'était un BO Euh, très disputé, je suis d'accord. ah, purée, il était incroyable. Avec la bot lane, H Miss Fortune, Ah, ouais, ce la petit, fameuse. ce petit pic préparé, voilà. Et avec H2K qui arrive miraculeusement jusqu'en demi-finale grâce à Albus Nox. Ah, ils avaient trouvé leur petit C'est trou de souris, hein. Ils ont réussi à monter jusqu'en demi-finale, ouais, cette année-là. ouais. C'est d'ailleurs le Puis troisième titre de SKT. c'est ça, c'est le troisième Troisième titre titre de de SKT. SKT. SKT qui montre des petites faiblesses par rapport à ses copines coréennes, mais des faiblesses qui vont commencer à être beaucoup plus marquées à partir de 2017, où je dirais que c'est la première édition où ça a été beaucoup plus disputé, où en tout cas le gap, le fameux gap dont on a beaucoup parlé en e-sport, c'est vraiment a été vraiment rétréci. Pour 2017, je sais pas si tu te souviens en tout cas des games en particulier en 2017. Ouais, ouais, il me semble que c'est à partir de 2016 qu'on a commencé à avoir une amélioration, enfin une réduction du gap effectivement entre la Corée et le reste. La Corée et la Chine et le reste. Même si je crois qu'en 2016, la Chine a pas spécialement brillé. En tout cas, en 2015, ils ont pas brillé. Euh, du 2015, c'est sûr, coup, en 2016. du Ouais. coup, oui, 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 c'est à partir de 2016 pour moi que le gap s'est réduit. D'ailleurs, c'est à partir de 2016, il me semble que d'un point de vue général, en Europe, il y a peut-être eu un moment où là ça parle un peu plus ça c'est plus du business là et du recrutement de joueurs. Je pense que c'est à partir de 2016 que les structures ont commencé à arrêter de faire des imports en fait. En tout cas, en Europe, il y a eu, à partir de 2016, il y a eu de moins en moins d'imports. Il y en a eu toujours hein, à droite à gauche, des fois deux joueurs, des fois un joueur. Ça dépendait de la structure, mais il y a eu, à partir de 2016, il y a eu beaucoup moins d'imports en Europe. À partir de 2017, il y a aussi la réalisation avec le BO5 de Misfits contre SKT, où il manque d'éliminer quand même SKT. Hein, ça joue vraiment à pas grand-chose.
Et derrière, du coup, malheureusement, SKT qui bat V6, mais qui derrière aussi bataille pour battre RNG et qui finit par se prendre un 3-0 très sec de Samsung Gaming. C'était l'année de Crown, de toute façon, 2017, ça, clairement. Ouais. Et Et t'en as oublié un, avec, hein. T'as oublié un mec de c'est-à-dire, cette équipe qui attendait son sacre et sa revanche contre Faker. c'était Ambition, Et évidemment. oui, Ambition qui avant, si je dis pas de bêtises, a commencé en tant que millénaire. Et s'était fait laver par Faker au début de sa carrière et il voulait prendre sa revanche absolument. Bon, il l'a pas eu, hein. Parce que du coup, SKT s'est fait virer, mais il a quand même gagné les Worlds, du coup, c'était son sacre. C'est ça. C'est du coup, il a quand même eu le droit à sa petite, à sa petite coupe, à sa petite Summoners Cup quand même. C'est quand même pas mal. Puis bon, forcément derrière, on en attendait encore de Samsung, mais bon, ça s'est un petit peu emballé, je dirais, à partir de 2018. À partir de 2018, on a eu le droit à des Worlds beaucoup plus, on va dire, imprévisibles, avec une équipe NA qui arrive en demi-finale en 2018. Si c'est pas de l'imprévisible, ça. Qui est arrivé en demi-finale en 2018? C9 qui Ah bat, oui, qui bat Cloud9. Africatrix 3-0, qui met un 3-0 à Africatrix. Ah, j'étais très déçu. J'étais extrêmement déçu de la performance d'Africa cette année-là. Vraiment, j'ai Ouais, boudé dans mon coin hein, quand ils ont pris 3-0. Ah. ça clairement. Et puis ben c'est l'année où commence le fameux duel Europe contre Chine depuis 2 ans. Fnatic, grand espoir, qui se prend un 3-0 en finale par Invictus Gaming. Après des Worlds où vraiment l'Europe aura quand même beaucoup brillé, notamment G2 et Fnatic. G2 qui arrive en quart de finale à éliminer RNG dans un BO5 qui, pareil, pour moi, c'est un des meilleurs BO5. Peut-être un peu plus one-sided, par exemple, que celui de 2016 entre Rocksiders et SKTT1, mais il y a quand même des très bonnes games. Et puis Mhm. surtout, enfin, le feeling est incroyable, quoi. G2 qui bat RNG. Trop bien. Mais ouais, derrière, un 3-0 qui va se répéter l'année d'après, en 2019. Donc là, histoire récente, bonjour. Avec G2 qui était quand même beaucoup plus. Je pense que, je sais pas pour toi, pour moi, c'est beaucoup plus décevant l'année dernière qu'il y a 2 ans, le 3-0. Ouais, j'ai le même ressenti. Mais de toute façon, ces deux dernières éditions des Worlds, la finale, je crois que c'était décevant, quoi. Le fait de pas avoir un BO qui dure et d'avoir vraiment un truc expéditif comme ça, c'est jamais vraiment agréable. Surtout quand t'as une équipe, ben, de ta région, en fait, qui arrive à se hisser, sur le toit du monde, en duel, face à, l'adversaire colossaux. Ah bah ouais, c'est un peu dommage que ça se finisse aussi vite, quoi. Bon, l'année dernière, c'était un peu... Moi j'ai vraiment un ressenti particulier. J'ai l'impression que l'année dernière, G2, ils ont pas été très sérieux, du coup, donc... Les Bah, 1v1 ils dans, sont, les 1v1 dans le chat, voilà. Est-ce que c'était parce que ils savaient que c'était foutu ou autre chose? Donc bon, voilà. Mais ouais, je c'est... pense qu'il y avait un côté comme ça, mais je pense aussi qu'ils arrivaient un petit peu à bout de souffle. Mais enfin, il y a un peu des deux. Je pense qu'il y avait un gap réel entre les deux équipes, où Tian notamment a bouffé Yankos au petit-déj, quoi. Et enfin, globalement, je dirais qu'en dehors de Caps, toute l'équipe a un peu pris l'eau. Mais vraiment, en dehors de ça, il y a eu une belle déception, ouais, d'avoir un 3-0 encore. De toute façon, enfin, ça fait 3 ans que les finales sont plus décevantes que les matchs d'avant. Je pense que le format des Worlds fait que quand tu as enchaîné deux autres BO5, tu arrives peut-être à bout quand tu es en finale et que du coup, l'écart entre une des deux parties du tableau est vraiment importante. Et du coup, bah, forcément, l'écart en fait entre les équipes fait que ça peut être très facilement one-sided parce que bah, les équipes se sont jamais forcément rencontrées, genre G2 et FPX s'étaient pas rencontrés. Invictus Gaming et Fnatic par contre s'étaient vus en groupe. Donc voilà, ça dépend un petit peu. Des fois c'est one-sided parce que ben, l'équipe a trouvé la solution face à l'équipe d'en face et du coup ça s'enchaîne. Des fois il y a des décisions aussi dans les drafts. Tu vois, tu peux dire en 2019 pourquoi G2 banne pas d'ici. En 2018 tu peux dire ben, pourquoi ils mettent pas Soas plus tôt. Des choses comme ça. C'est voilà, mais il y a plein de raisons à ces 3-0, mais il y a peut-être aussi la pression de la finale. Mais bon, on espère que cette année, ce sera un peu différent. Bah après,
on va pas se mentir, les Worlds étant la compétition la plus primée et la plus convoitée des joueurs professionnels, c'est pas impossible qu'il y ait une accumulation de plein de choses qui fait que bah une fois que t'es ici dans le dernier carré, bah c'est dur quoi, c'est dur. G2 et Ocelot, enfin Ocelot et sa structure G2 en avait parlé. Je crois que c'était en 2017 quand ils ont perdu en demi-finale. C'était en 2017, hein, c'est ça 2018 contre RNG. Non, Invictus Gaming. Invictus Gaming, pardon. Il avait expliqué que les joueurs étaient fatigués, ils étaient à bout. Donc en même temps, s'ils scriment quasiment tous les jours, tout le temps, et qu'ils font de la solo queue quasiment tous les jours, tout le temps, et que plus la pression, plus le fait de pas être, enfin d'être dans un autre pays, et en plus cette année il y aura un truc en plus, c'est le Covid. Ouais. S'il y a une accumulation de pression de l'environnement extérieur, bah, c'est possible, ouais, qu'effectivement, des fois les joueurs craquent, quoi. Ça arrive, hein. Comme dans plein de sports traditionnels, on va dire. C'est des choses qui peuvent arriver. Le facteur humain, il joue, quoi. C'est ça, et puis bon, le facteur Covid cette année est assez important au niveau de la préparation, vu que les équipes hors Chine ont tout dû passer par une phase de quarantaine, enfin de quatorzaine, pardon. Et du coup, forcément, là, pour l'entraînement, ben, chacun est un petit peu dans son logement à lui. Donc forcément, ça discute sur Discord ou des choses comme ça. Il y avait G2 qui a balancé une vidéo avec les impressions des joueurs par rapport à la quarantaine, un espèce de vlog du coup. Et du coup, la sensation des joueurs était énormément orientée sur le fait que c'était plus compliqué de s'entraîner avec ce contexte de 14 ans. Là maintenant, on s'en approche. De toute façon, ça commence vendredi pour les premières équipes. Ah, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. C'est ça. Et ça commence vendredi avec la phase de play-in, une phase de play-in du coup qui est composée cette année de seulement deux groupes. Avant, habituellement, c'est quatre groupes de trois. Là, avec le retrait de deux équipes, Riot a dû faire un format à la sauvette et franchement, ça se voit. Et du coup, on se retrouve avec deux groupes qu'on va un petit peu décortiquer. Un seul rapidement hein, parce que ça reste les play-in mais pas forcément si évident que ça cette année vu que le format est le suivant, c'est-à-dire qu'il y a 5 équipes dans chaque groupe. Les équipes vont s'affronter entre elles une seule fois en BO1, donc du coup 4 matchs à faire. Le top 1 se qualifie directement pour la phase de groupe. Le top 2 a un BO5 à faire contre le gagnant d'un autre BO5 qui se passe entre le 3e et le 4e de chaque groupe, sachant que le gagnant du BO5 troisième, quatrième, affronte le deuxième de l'autre groupe. Donc du coup, dans le groupe A, on a Team Liquid, Mad Lions, Legacy Sport, donc de l'Océanie, Supermassive de Turquie, INTZ du Brésil. Dans le groupe B, on a LGD Gaming, PSG Talon, du coup PSG Talon de PCS. Donc le Neo Combo de Taïwan, V3 eSport du coup qui vient du Japon, Unicorns of Love qui représente l'Europe de l'Est et la Russie, et Rainbow Seven qui représente l'Amérique latine. Donc dans ces deux groupes, il y a, je pense que tu seras d'accord avec moi, un écart de niveau entre les wildcards d'un côté et les wildcards de l'autre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis clairement d'accord avec toi. Après, bon, on en parlera tout à l'heure. Mais oui, effectivement, pour moi, les wildcards du groupe B sont plus fortes que celles du groupe A, hein. En se basant en tout cas, parce que bon, on n'est pas non plus des gros suiveurs au point de regarder à fond les wildcards, en tout cas toute leur saison. Moi, je regarde le Japon Mais personnellement. Je regarde un peu le Japon personnellement. je regarde le Japon, et c'est pour ça qu'il sera biaisé ensuite. Euh, mais, mais du coup, vraiment, enfin, historiquement, l'Océanie, ça n'a jamais rien fait aux Worlds. La Turquie un peu plus, mais ces dernières années, c'est décevant. Pareil pour le Brésil. C'est vraiment je trouve, deux zones de wildcard qui ont été un peu plus fortes avant, qui le sont moins maintenant. Et qui du coup sont assez accessibles pour notamment Mad Lions, qui doit pas faire autre chose que premier dans ce groupe, clairement. Et Team Liquid qui du coup a l'occasion de potentiellement sortir difficilement, mais quand même
sortir de ce groupe de play-in. Ah, t'es dur. T'es dur. T'es dur de penser que une équipe nord-américaine peut choquer contre une équipe qui vient d'une région, qui est d'une région Inférieur. secondaire, du Ouais. coup. Mais, voilà. Encore une fois, moi, on en a parlé, et je le dis ici encore une fois, les play-in, comme c'est des BO1, exactement comme la phase la phase de groupe du main event, tout peut arriver. On n'est pas à Ah, l'abri d'un clairement. upset, on n'est pas à l'abri d'un choc d'une équipe qu'on attend forte. Et voilà, même si Mad Lions, techniquement, sur papier, après les performances qu'ils ont montrées, et même s'ils sont 6-3 de l'Europe, on les attend premier du groupe. Enfin, à titre personnel, toi et moi, on les attend premier du groupe. Euh, c'est pas impossible que, je sais pas, Team Liquid se réveille, ou c'est pas impossible que, qu'ils fassent full bullshit et qu'ils se plantent, quoi. Voilà, ça peut arriver, mais on pense pas. De toute façon, c'est ça, c'est pour ça, enfin, à chaque fois, ce dont on va parler, en fait, est vraiment dans l'ordre des choses, je dirais. Au final, on sait très bien que dans les phases de play-in, ouais, il y a toujours une game un peu arrachée. En 2017, c'était Fnatic qui avait un petit peu galéré à sortir de son groupe de play-in, en tout cas à se positionner premier et pour après gagner le BO5. Là, ce qui est compliqué, c'est si tu arrives deuxième, troisième ou quatrième, c'est qu'il y a des BO5 à faire. Mais là, maintenant, qu'il y a un top 1 qui va directement au main event, bah, l'objectif il est clair, faut être premier, quoi. Et du coup, enfin, à ce niveau-là, bah, pour être premier, c'est pas compliqué. Faut gagner 4-0 son groupe. Et sinon, bah, si jamais tu gagnes pas 4-0, faut espérer qu'il y a un scénario de tiebreaker qui te mette dans la position de pouvoir finir premier du groupe, quoi. Parce que, faut le dire, ce format, il se prête beaucoup à ce qu'il y ait des tiebreakers, notamment peut-être pour les places de deuxième, troisième, quatrième, mais aussi peut-être pour la place de premier, s'il y a des upsets. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Mais du coup, la différence entre ces deux groupes, donc d'un côté, on a Mad Lions Team Liquid qui doivent normalement battre l'Océanie, la Turquie et le Brésil, parce que je pense que c'est des équipes wildcard qui sont moins surprenantes. En tout cas, dans ce qu'on ressent de la Turquie, du Brésil depuis ces dernières années et de l'Océanie en général, c'est des équipes wildcard qui ont tendance à moins surprendre les grosses équipes et qui du coup se battent plutôt entre elles. En finale, je pense que Supermassive et NTZ vont se battre pour le troisième, quatrième seed. Et ils seront sûrement en BO5 l'un contre l'autre, hein. Je pense vraiment que l'Océanie va finir cinquième. Ça c'est vraiment mon prono, quasiment 90%, quoi. C'est mon 90% de ce groupe. Mais de l'autre côté, on a du coup V3 Esports du Japon, que tu sens bien. Enfin, et pourquoi tu les sens bien, dis-le nous. Moi, je les sens bien parce que V3 Sport, ils ont gagné. Bon, bah, s'ils sont là, c'est qu'ils ont gagné le Summer Split 2020 contre Detonation Focus Me, qui est historiquement la meilleure équipe produite au Japon, Qui est le représentant habituel. qui est représentant habituel presque, parce qu'il y avait une autre équipe avant, je me souviens plus de son nom, au tournoi internationaux. Et pour moi, V3 Sport, un petit potentiel pour surprendre. Voilà. Pour moi, le groupe B, c'est un groupe dans l'ensemble qui est très, qui peut vraiment partir en cacahuète. Ça peut vraiment partir en cacahuète. Il y a peut-être que LGD est la seule équipe qui pourrait ne pas se faire surprendre, mais ça peut partir en cacahuète. Unicorn of Love, ils sont strong, ils arrivent en confiance, ils arrivent fort, ils ont totalement dominé leur région. Ouais. Les trois esports, je pense ils ont envie de briller. Ils ont fait un BO qui était pas dégueulasse du tout contre Destination Focus Me en finale de la LJL. Et le PSG Talon, ben, c'est un point d'interrogation. Bah, Parce que, c'est des régions qu'on connaît moins bien, forcément. Donc, du coup, c'est des régions où on verra sur les premiers matchs vraiment les tendances. Après, la logique, normalement, c'est LGD, PSG qui doivent être dans les deux ouais, premières places. C'est la logique du seed 1.
mais c'est pas fait surtout, enfin pour PSG Talent du coup qui est un petit peu le gros point d'interrogation, surtout vu l'année dernière comment c'était sorti les équipes de ces régions-là. En tout cas, il y a toujours une question de savoir est-ce que ça mérite sa place dans les majors, dans les régions majeures ou pas, quoi. Donc du coup, c'est Ouais. à voir. Sans Il y parler. avait G-Team qui s'en était bien sorti, mais par contre, bah, derrière, c'est pas forcément glorieux. Et là, avec la refonte, on en sait encore moins sur ces équipes-là. Ouais, sans parler du fait qu'ils ont dû changer deux de leurs joueurs hein, pour la phase de play-in. C'est une donnée en plus, alors que les autres équipes arrivent avec leur roster de départ et fin prête, quoi. Vraiment, donc c'est ça qui va être très compliqué du coup à gérer à PSG Talon, et c'est pour ça qu'une équipe, soit V3 eSports, si vraiment ils sont aussi bien, pour moi le Japon avait quand même, en termes de région, avait encore pas mal de retard, mais pourquoi pas. Pour moi, c'est vraiment Unicorns of Love qui a moyen de tirer son épine, enfin en tout cas son épingle du jeu, pardon. Donc, qui a vraiment moyen de prendre cette épingle et d'arriver à la deuxième place et peut-être d'esquiver un BO5 et d'aller tenter sa chance. Après, historiquement, Unicorns of Love est empêché d'aller aux Worlds par Splice. Splice qui s'est renommé maintenant Mad Lions. Donc ça m'étonnerait pas que Mad Lions finisse deuxième, que Unicorns of Love finisse troisième et quatrième et que du coup gagne son BO5 et après se fasse empêcher d'aller dans la phase de groupe par Mad Lions. Ce serait, Ce serait ce serait une marrant. histoire qui serait faite. Ce serait marrant d'avoir cette espèce de malédiction s'activer encore une fois. En tant que fanboy qui pleure toutes les larmes de son corps à chaque fois qu'il repense à Unicorns of Love en Europe et du fait qu'ils se sont jamais qualifiés aux Worlds, voilà, je sais que ça peut arriver. Bon, je pense qu'on a fait le tour, à moins que Non, non, t'aies, on a vraiment fait le tour, hein, voilà. Du coup, On peut y enfin, aller. autant se concentrer maintenant sur les gros morceaux, sur les phases de groupe, du coup, qui s'annoncent. Avant de vraiment parler et de faire un peu nos pronos, on va faire quand même une transition entre les play-in et les groupes. C'est les scénarios vraisemblables, du coup, de seed 1 des groupes. Donc, si ça sort de chaque côté des groupes, donc s'il y a Team Liquid, PSG Talon, Mad Lions et LGT qui sortent, en fait, la configuration sera obligatoirement la suivante. C'est-à-dire que Team Liquid va atterrir dans le groupe A avec G2, Sunning et Machi. PSG Talon va finir dans le groupe B avec Damwon, JD Gaming et Rogue. Et là, on dit bonne chance. Dans le groupe C, Mad Lions, non, pardon, LGD, pardon. LGD arrive dans le groupe C avec TSM, Fnatic et Genji, ce qui fait un beau groupe assez homogène, je dirais. Et le groupe D serait Top Esports, Dragon X, FlyQuest et Mad Lions. Autant dire que Mad Lions est très content de pouvoir passer par rapport à ce tirage du groupe. Sachant que généralement, si une wildcard prend la place d'un des seed 1, elle prend forcément la place dans le groupe destiné par ce seed 1. C'est-à-dire que par exemple, si la wildcard prend la place de Team Liquid, bah, du coup, elle va dans le groupe A. Si elle prend la place de LGD, elle va dans le groupe C. Si elle prend la place de MAD, elle va dans le groupe D. Sauf si elle prend la place de PSG Talon, puisque PSG Talon ne peut pas aller dans le groupe A. Par contre, Team Liquid et une wildcard pourraient aller tout à fait dans le groupe A ou dans le groupe B. Dans ce cas-là, ce serait le seul scénario où il y aurait un tirage au sort entre Team Liquid et du coup une wildcard. Donc du coup, là-dessus, c'est le seul scénario où si jamais, genre, Unicorns of Love, au hasard, arrive à s'en sortir et à prendre la place, donc, du coup, de PSG Talon, du coup, il y aurait moyen d'avoir soit Unicorns of Love dans le groupe A ou dans le groupe B et Team Liquid dans le groupe A ou dans le groupe B. Sinon, c'est lock. Et du coup, on se retrouve avec 4 groupes, je dirais assez variés en termes d'attente. Bah vas-y, je te laisse un petit peu décrire les groupes pour toi. Je vais te laisser un petit peu la parole. Je vais te laisser décrire tous ces groupes et ce que t'en attends un petit peu. Et je rebondirai un petit peu là-dessus. Oh, super, on va passer au gros, on va passer au gros de l'affaire. Pré-détermination finale des groupes, c'est-à-dire là, moi je vais parler des groupes tels qu'ils sont maintenant. Pour moi, c'est vraiment, je pense que cette année, on a un incroyable assemblage d'équipes dans les groupes.
je pense qu'on a moyen d'avoir les Worlds les plus intéressants qui ait jamais qui ait jamais eu lieu. Parce qu'il y a du niveau un peu partout. Il y a vraiment du niveau partout. Groupe A, on a G2 eSport qui est meilleure équipe d'Europe. Personne ne peut dire le contraire actuellement. G2 eSport... G2 eSport, moi je le dis à contre-cœur, hein, mais G2 eSport meilleure équipe d'Europe, les résultats sont là. Ils ont détruit Fnatic en finale du Summer, 3-0. Finale que je trouve un peu à l'image de ce qui a été fait en finale des Worlds de 2019. C'était bizarre. Il y avait des moves vraiment bizarres. J'ai trouvé que c'était pas 100% sérieux, même si voilà, le résultat est incontestable, 3-0. Après on a Sonning, donc qui est une des meilleures équipes chinoises de l'année, qui arrive en force, et on a Magi Sport, du coup. Donc en fait, quelle que soit la quatrième équipe du groupe, le groupe A, il sera un groupe qui sera intéressant à regarder et qui sera disputé. Au moins entre les trois équipes qui sont sur papier les meilleures. Peut-être que quatrième, peut-être que Machi sera un peu en retrait, ou peut-être que la quatrième équipe sera un peu en retrait. Mais je pense qu'il y a moyen d'avoir des beaux matchs avec beaucoup de disputes au niveau des fights et des objectifs. Alors, je suis d'accord avec toi, même si je pense que c'est un groupe qui peut être un peu sous-coté. Tu vois, enfin, il y a un côté un peu sous-coté dans ce groupe parce qu'il y a moins de, enfin, G2 et Sunny, ça a peut-être moins de hype que G2 Top eSport ou G2 JD Gaming, surtout si ça avait été G2 contre JD Gaming. Il y a peut-être un peu moins de hype du coup dans ce groupe-là. Et par contre, bah, ça va être rigolo si Team Liquid arrive dans ce groupe-là aussi, quoi. C'est-à-dire voir Team Liquid contre G2, ça va donner un combat EU contre NA qui a eu pas mal lieu. Ça peut être la revanche du MSI ou des choses comme ça, quoi. Ça peut être sympa. Ça peut mettre un peu de storytelling aussi dans ce groupe qui en manque un petit peu, je pense. Je pense que c'est surtout ça qui manque dans ce groupe, c'est ce que l'e-sport a bien développé, c'est du storytelling. C'est-à-dire, il y a très peu de passifs entre les équipes, ce qui fait que du coup, la hype est peut-être un peu moins présente. Ouais, je suis d'accord avec Je sais pas ce toi. que Je suis d'accord avec toi. Mais ça veut pas dire que Sonic Gaming est à prendre à la légère, hein. Attention. bah, clairement, bah, que ce soit Attention. Sony, en fait, au final, il n'y a aucune équipe chinoise, sauf LGD, qui a une histoire dans les Worlds. C'est la force de la Chine depuis quelques années, c'est de sortir des équipes qui ne sont historiquement pas très présentes aux Worlds. C'est-à-dire que FPX, c'était leur première participation aux Worlds. Là, cette année, Top Esport, JD Gaming, Sony, c'est leur première participation. LGD, eux, c'est leur deuxième. On se rappellera de la première, 2015, du coup. Euh, et forcément, c'est tout un tas de nouveaux joueurs en fait qui vont découvrir les Worlds, du coup, qui vont proposer, je pense, des performances qui seront aléatoires. Mais c'est intéressant de voir la Chine qui se développe assez et qui a fait son grand ménage à ce niveau-là et qui a dégagé tout ce qui était RNG, Invictus Gaming et même FPX, quoi, qui est à peine champion du monde et qui n'arrive pas à se qualifier l'année d'après. Voilà, il y a toujours Jackie Love qui sera là, donc voilà quoi. Il reste quand même des petits restants à droite à gauche de gros morceaux de la Chine, en tout cas qui sont connus. Mais c'est un ensemble de nouveaux joueurs quand même et d'import aussi. Il y a toujours Karsa qui ne bouge pas, Karsa qui est immuable et qui arrive toujours à plus ou moins trouver un chemin pour arriver aux Worlds. Il y a Sword Art qu'on connaît, je crois, c'est LGD, tu m'as dit tout à l'heure, il y a Kramer, Il y a Kramer, ouais. Il y a Kramer et Voilà, puis il y a Peanuts aussi dans les et GD. Chez Peanuts, LGD, il y a ouais, Peanuts. et voilà, La c'est des noms cacahuète. qu'on connaît, et voilà, c'est des noms qui arrivent à se frayer un chemin aux Worlds et qui seront reconnus, mais il y aura surtout ben, des nouveaux comme Knight et voilà quoi, et plein d'autres joueurs qui vont être très intéressants à découvrir ou à redécouvrir parce que cette année la LPL avait cet avantage d'être très facilement accessible vu que au gaming l'a diffusé, enfin Rito Gaming. Et du coup, ouais, c'était un peu plus accessible cette année, donc il y a plus de gens qui vont connaître en France, en tout cas, les équipes chinoises, mais ça reste quand même des équipes où il y aura vraiment cette période où
on les connaît moins, quoi, parce que ça reste des championnats qui sont un peu moins accessibles que l'Europe ou l'Amérique du Nord à regarder. Mais bon, après, si on se renseigne, enfin, personnellement, je sais pas pour toi, mais moi, je me suis fait quelques BO5 de Chine et quelques BO5 de Corée. Et la Corée, même, je me suis fait quelques BO3 de la saison régulière ou des choses comme ça, quoi. On trouve toujours le temps de regarder un petit peu des games de Chine et de Corée parce que on sait que c'est toujours des bons moments. Ouais, bien sûr, à droite à gauche, hein. Tu regardes le classement, tu regardes les équipes qui sont dans le haut du panier, tu fais waouh, il y a des gens nouveaux, je connaissais pas ces trucs-là. Tu vas sur les VOD qui sont accessibles sur le site de LoL, c'est gratuit, hein. Tu regardes les VOD, tu lances ces trucs, ou bien tu regardes les lives, hein, si tu vois qu'il y a une rencontre qui va avoir lieu. Souvent, moi, c'est le week-end que je regarde. Ouais. Tu regardes les matchs et ouais, tu peux avoir des très belles surprises, des très belles rencontres, tu peux découvrir des joueurs extrêmement forts comme ça. Donc ça permet d'avoir un peu un petit regard sur des régions qui sont un peu oubliées le restant de l'année. Parce qu'on retrouve finalement que Worlds, quoi. Si tu regardes pas les LPL, tu verras pas d'équipe chinoise autrement que Worlds. Et Voilà. sinon, moi, pour conclure sur ce groupe A, en imaginant, on va prendre le scénario, le seed 1 sort du groupe de play-in. Du coup, on va mettre Team Liquid en quatrième équipe. Dans le scénario, du coup, Team Liquid arrive, ton prono sur le groupe avec un ordre précis. 1, 2, 3, 4. Premier Sonic Gaming, deuxième jeu de e-sport, troisième Liquid, et dernier match e-sport. Et si Team Liquid choque, bah, Machi prend la place de Liquid, donc ça fait que Liquid est dernier Non, du non, groupe. non. Juste un prono. Tu ne dis Un pas prono? si. Ah! Voilà, tu ne dis pas dans le Prono, vraiment, contexte vraiment? Ok, ok. où. Ouais. D'accord. Bah, ouais, je vais rester sur mon premier prono, du coup. Jeu de e-sport, enfin, Sonic Gaming premier, jeu de e-sport deuxième du groupe, troisième du groupe Team Liquid, et quatrième du groupe Machi e-sport. Alors, pour moi, ce sera premier G2 Esports, évidemment. Deuxième Sunning, troisième Matchy et quatrième Team Liquid. Ouais, je m'attendais à celui-là. Ah oui, forcément. Non, mais en vrai, je pense que ça dépendra beaucoup de Matchy. Évidemment, troisième, quatrième, il y a un gap, je pense, entre G2, G2 Sunning et Matchy et Team Liquid. Et l'enjeu du groupe, ce sera de savoir est-ce qu'il y a un gap aussi entre Sunning et G2. Et du coup, forcément, c'est un groupe qui normalement doit se dessiner assez rapidement, mais et G2, c'est choquable aussi hein, pour G2 assez largement. C'est-à-dire que Team Liquid qui les embarque dans un BO1, un machin, enfin comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le format BO1 fait Ouais, que c'est choquable. De tout fou. à fait, tout à fait. Mais bon, les pronos, c'est ce qu'on pense qui va arriver, c'est pas ce qui va arriver. Le groupe B, du coup, on va l'attaquer gentiment. Avec, on parlait d'équipes qui ont une petite histoire aux Worlds. C'est Damwon qui avait eu une histoire l'année dernière on va dire, une réputation de monstre de Scream qui n'a pas été transmis malheureusement à la fin, notamment pour toi malheureusement. Ah, Mais déception, encore une équipe coréenne, hein. Nogori, Nogori. Euh, donc Damwon Gaming, moi je vais les appeler comme ça. Qui sort champion de la LCK, qui va se retrouver avec JD Gaming, qui a été finaliste cette année en LPL, et Rogue, donc le site 3 de l'Europe, qui arrive dans un groupe délicat. Bah, pour eux, ouais, ça va être délicat, hein. Clairement, se retrouver avec la meilleure équipe de Corée du moment et une finaliste chinoise, ça va être chaud, hein. Ça va être costaud. Pas impossible, mais c'est costaud. Voilà. Pas impossible parce que le playstyle de Rogue fait que en général ils ont des bons plans d'early game qui fait qu'ils peuvent aller choper un BO1 à une équipe chinoise, je pense notamment, plus qu'à une équipe coréenne. Je vois moins d'Amwon se faire piéger que JD Gaming, bizarrement. Et là-dedans, dans ce groupe B, peut se rajouter en fait PSG Talon, qui là du coup PSG Talon ou Team Liquid ou une wildcard. Donc clairement une équipe qui aura un gap théorique de niveau avec les trois autres. Absolument. Et du coup, en termes de pronos, Bah, allez, je commence. ouais, vas-y, Euh, pre- commence. Premier, pour moi, c'est Damwon, parce que je les sens très forts. Deuxième JD Gaming et troisième Roy. Je veux y croire et en même temps, JD Gaming, la finale de LPL était vraiment hyper serrée. Je pense que JD Gaming, c'est un niveau de top e-sport. Et si la Chine
ça a le niveau que c'est censé avoir, Rogue va se faire déborder. Et quatrième sera PSG Talon, Team Liquid. Enfin, peu importe quelle équipe arrive dans ce groupe, mais je pense que Rogue a quand même le niveau pour battre Team Liquid ou pour battre PSG Talon. Je pense vraiment que Rogue, ça reste quand même une équipe qui a eu une belle perf contre G2, qui a eu juste une contre-perf contre Fnatic en début de playoff, mais qui globalement a montré assez de bonnes choses pour montrer qu'elle peut le faire, quoi. Et du coup, bon. On les laisse pas tomber, mais ça va être dur. Ouais, ouais. Moi, je vais montrer un peu plus de soutien quand même à l'Europe. Vas-y, dis-moi. Pour moi, mon pronostic dans ce groupe, c'est Damwon Gaming, premier du groupe. Deuxième du groupe, moi, je vais mettre Rogue, parce que, bah, comme tu l'as dit, en fait, ils ont des très bons plans dans les games, et malgré que JD Gaming soit une équipe qui a été finaliste cette année, je pense que Rogue, ils ont les armes, ils ont l'expérience, de cette scène un peu internationale, qui fait que ils peuvent aller chercher cette deuxième place. Et je pronostique le fait qu'ils le fassent et que JD Gaming se retrouve troisième du groupe. Voilà. Alors, ce serait vraiment une des plus grosses surprises quand même. JD Gaming, après, je suis d'accord avec toi sur le point de vue, quand tu as regardé la finale de la LPL, tu sais que JD Gaming peut très facilement se lancer dans des fiestas de niveau 1. Et du coup, si tu as un plan de niveau 1 où tu les trappes, il y a moyen vraiment de prendre un early lead. Et si tu as un plan de game, après le plan de game de Rogue se fait plus dans la phase de lane, donc je les vois pas trop faire des escarmouches de niveau 1. Mais, mais voilà quoi. Sur la phase de lane, faut voir, hein, parce que les botlane chinoises sont quand même sacrément balèzes, Ah, quoi. elles sont corsées, hein. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Même si on n'est pas en reste après en Europe, hein. On est quand même pas en reste, Ah hein. ouais, non, c'est On c'est a une quand bonne même, botlane, on a quand même, mais je enfin, dirais peut-être à l'exception de Perks et Mythics qui sont un petit peu en dessous. Mais ouais, j'ai l'impression que ouais, j'ai l'impression que Perks et Mikix, en ligne pure, ils sont pas au niveau de la botlane Fnatic ou Rogue. Enfin, en teamfight, quand, je quand, dirais, quand, mais ouais. Mais quand je dis pas au niveau, c'est pas qu'il y a un gap énorme. C'est que, voilà, il y a une diff. ces derniers temps, ça brillait pas de ouf, quoi. On passe au groupe C. Du coup, on a TSM, Fnatic, Genji et du coup potentiellement LGD qui arrive dans un groupe. Du coup, ouais, que moi j'ai qualifié d'homogène tout à l'heure. Je sais pas si tu dirais la même chose. Moi, je dirais la même chose, et je dirais même que c'est le groupe de l'ancienne garde. Si LGD se retrouve là-dedans, pour moi, c'est le groupe de l'ancienne garde. On a quand Ouais, même, c'est euh, beau. on a quand même trois structures qui ont un passif quand même avec les Worlds. Mm. Genji, si on considère que c'est Samsung White, voilà. Et puis, je rajouterais même que c'est des botlane, si LGD arrive dans ce groupe, on aura quatre équipes qui ont au bot un ADC, un ADC qui est ou qui a été superstar. Du coup, TSM, on a Et double qui se lift. sont déjà. Alors, Kramer, il me semble qu'il a déjà rencontré Heracles quand il était chez Flash Wolves. Je pourrais pas répondre à cette question, je pourrais pas dire, je me souviens pas de ça par contre. Kramer, je me souviens pas vraiment. Je vais vérifier, hein, mais alors, je vérifie ça rapidement, mais enfin, on peut mettre autre chose en attendant au niveau discussion, mais je vais me mettre un petit peu derrière une petite recherche sur Kramer. J'avoue que là-dessus, je pourrais pas être précis, mais il me semble qu'il a été chez Flash Wolves. En effet, il a été chez Flash Wolves pendant un moment. Et il me semble que oui, il me semble qu'il y a moyen qu'il y ait eu un petit Flash Wolves Fnatic pendant ce moment-là. Euh, En tout cas, ça me dit quelque chose. Après, pas certain. Mais voilà. Mais du coup, ouais, c'est des ADC en effet qui sont historiquement, enfin qui en tout cas ont tous connu les Worlds et ont tous un passif avec les Worlds, plus ou moins heureux. Double lift. Du coup, forcément, oui, donc forcément, en tout cas, il y aura des beaux fights et puis un bon Fnatic TSM à l'ancienne, quoi. Ça, Bon, c'est. Fnatic TSM, puis il est quand même rouleur, quoi, dans ce groupe, hein. Quand même, c'est pas un mec qui se prendre à la légère, hein, clairement. Ça va être des games qui vont être intéressantes, moi. Vraiment, comme toutes les games de tous les groupes vont être intéressantes à regarder. Vraiment, ça va être incroyable. Moi, je pense que ça va être incroyable.
Du coup, un prono pour ce groupe. Ah, c'est super dur. Franchement, je pense que c'est le groupe avec lequel j'aurais le plus de mal à mettre un premier. Bon. Mais si on part dans un, enfin, je pense vraiment, si je reste sur mes convictions, je pense que Genji sera premier et que deuxième, on aura Fnatic. Genji, deuxième Fnatic, et Deuxième ensuite. Fnatic et troisième, c'est certainement pas TSM. Du coup, moi, je mets pas TSM troisième. Je prends pas ce risque. Je mets la quatrième équipe, même si c'est une wildcard, ça sera la wildcard qui sera troisième. Et dernier, TSM. C'est beau parce que TSM, tu les mets derniers. C'est bon. Alors pour moi, je te préviens. Euh, Premier, pour moi, Fnatic. Ce qui, je pense, ont un style de jeu. Même si Ruler est hyper fort, je pense que Selfmade a cette capacité à gagner la jungle. Je le sens bien. Je pense que au niveau de la jungle entre Genji et Fnatic, Selfmade peut faire un gap. Et sur des bonnes games, je pense vraiment que Fnatic peut prendre la tête de ce groupe. Je pense qu'ils ont eu un tirage qui est idéal pour eux parce que c'est des games qui vont être à la fois disputées mais qui sont accessibles. Et je pense que dans le mindset de Fnatic, c'est ce qui se passe le mieux. Ce qui passe le mieux. Je pense que Fnatic a une grosse appréhension de la difficulté au niveau du mental des joueurs. Je pense que dès qu'il y a de l'enjeu ou des trucs comme ça a tendance un petit peu à breakdown alors qu'ils ont le niveau. Alors que là, par rapport à la méta aussi, Nemesis, je pense qu'il sera bien. Et alors il a contre-perf ces derniers temps. Mais du coup, je mets Fnatic premier, Genji deuxième. Je vais mettre LGD troisième en effet, ou une wildcard, et quatrième TSM aussi, parce que je vois pas. Je suis Mais ravi que tu me en vrai, suives. ah, en vrai, c'est sûr que, enfin, je veux dire, Bjergsen, Double Lift, tout ça, c'est bien gentil, mais quand tu regardes le niveau, oh là là, franchement, le niveau des LA, on en reparle après, mais bref. En fait, Bref. ouais, bref. Mais ouais. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur ce groupe, ça, avant de passer au dé? Non, non, du coup, non, parce que si on parle DNA, on en a pour 3 heures et on regarde ça pour plus tard. On va passer au groupe D, passons au groupe D. Groupe D, voilà, Top Esports, Dragon X, FlyQuest, et là-dedans, il est censé arriver Mad Lions. Forcément, quoi qu'il arrive, s'ils passent Mad Lions, c'est là qu'ils arrivent. Donc, c'est, c'est un groupe copieux, FlyQuest, qui pleure des larmes de sang depuis, à mon avis, une semaine. Euh, et qui voit l'ombre du 06 pointer. Mais ouais, ça va être hyper tendu. Il y a un côté un peu one-sided dans ce groupe, même avec l'arrivée de Mad Lions, je pense. Peut-être pas entre Dragon X et Mad Lions. Je pense même que FlyQuest, s'ils ont une opportunité, sera contre Dragon X. Mais par contre, Top Esport, s'ils font pas un 6-0, je comprends pas, quoi. Quand tu vois le niveau de la finale de LPL par rapport aux équipes, je, je, ça reste du BO1, hein, c'est sûr, ça peut faire 5-1 plus que 6-0, mais Mhm. ils sont, ils ont quand même un gros pourcentage de chance de faire un 6-0, quoi. Un 6-0 facile. Voilà. Je sais pas si je peux le dire maintenant, mais pour moi, Topi Sport, c'est favori des Worlds. Hein. Pour moi, c'est l'équipe Ouais, qui, carrément. pour moi, c'est l'équipe, enfin, favori des Worlds. Non, je vais reformuler la phrase. Pour moi, Topi Sport, comme Diamond Gaming, c'est deux équipes qui, avant les play-in, avant la phase de groupe, moi, c'est deux équipes que je vois arriver en finale. Hmm. Selon les tirages et tout, mais ouais. En tout cas, c'est ceux qui, en tout cas, ont plus de chances d'y accéder et peuvent le faire. Du coup, Vas-y. moi, pour le pronostic du groupe D, je mets premier Top Sport, deuxième Dragon X, troisième Mad Lions, et quatrième FlyQuest. Mais voilà, je peux pas en dire plus puisqu'on est obligé de s'arrêter sur un avis précis. Du coup, voilà. Alors, pour moi, ça va faire Top Esports, Mad Lions, Dragon X et FlyQuest. Je crois beaucoup moins en Dragon X que en Genji ou Oh, en... ouais, tu prends des risques! Et, Après, et, c'était conviction, hein, bien sûr. Mais, et waouh. du coup, enfin pour moi, Mad Lions a beaucoup de moyens.
en BO1 d'aller chercher les mecs. Et quand je te dis 5-1 Top eSport, pour moi, c'est parce que Mad Lions aura été les chercher. Euh, Wow, 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 et dis donc, sur Mad Lions. Beaucoup, beaucoup t'es d'espoir. trop Que, chaud. je pense vraiment que Humanoid, il peut overperf. En fait, ça dépend si les équipes auront bien préparé le duo mid-jungle ou pas. Je pense que ça joue beaucoup sur les perfs d'Humanoid, comme Splice l'année dernière, où le Week 2 se base beaucoup sur les perfs d'Humanoid. Et pour moi, il y a vraiment moyen que Kaiser aussi carry de fou Mad Lions. Mais voilà, pour moi, Kaiser Shadow, c'est essentiel, mais encore plus essentiel, c'est les perfs d'Humanoid. Si Humanoid est bien, généralement Mad Lions c'est bien. Et du coup, voilà, ma prise de risque. Toi, t'as pris du côté de Rogue, moi, ce sera du côté de Mad Lions. Pour moi, ils ont capacité en fait d'être dans une circonstance de groupe, un peu comme Origin en 2015, et d'avoir aussi cette capacité du coup d'upset. Voilà, c'est pour moi le groupe D. De toute façon, à chaque fois, il est ouvert aux upsets. Donc, C'est intéressant, c'est ça, intéressant. C'est intéressant. Moi, j'aime bien ces petites disparités de... ces petites vas-y. disparités de pronostics. Bah Mais écoute, globalement, on avait fait avant, du coup, avant ce tirage au sort des groupes. On s'était dit, on va faire un petit classement, on va faire un petit ranking à notre sauce avec différents niveaux. Bah vas-y, je te laisse un peu présenter le ranking, un peu comment on y a pensé, et puis bah, on ajoutera des choses au fur et à mesure de la présentation. ok. Donc en gros, on a fait un ranking. Donc à chaque, bon, comme dans tous les rankings, à chaque lettre en fait, il y a une signification. Donc les équipes qui sont dans S sont des équipes qu'on pressent prétendant au titre. Les équipes en A, c'est des équipes qu'on pressent arriver en demi-finale et potentiellement plus. Les équipes en B, c'est les équipes qu'on pressent passer les groupes, qu'on voit passer les groupes. Les équipes qu'on a mis dans C, c'est les équipes qui ont un potentiel d'upset pour le passage des groupes. Donc quand on parle des groupes, on parle du main event. Donc c'est ce qui se passe après les play-in. Et c'est le résultat en fait de vraiment des équipes qui sont qualifiées du play-in dans les phases de groupe du main event. Donc voilà, donc c'est potentiel upset à la qualif. Donc des équipes qu'on voit qui ont un potentiel d'upset puisque c'est des BO1 et de finalement arriver quand même à sortir vers la phase finale, donc quart de finale, demi-finale et plus. D, c'est les équipes qu'on ne voit pas passer la phase de groupe. E, c'est les équipes qu'on voit échouer en play-in pour la qualification donc au main event, au groupe du main event. F, bah c'est les équipes qu'on voit juste pas performer spécialement et pas du tout sortir des play-in. Et bah le On dernier a un c'est rang spécial, c'est un rang spécial. Donc on l'a on appelé décrira après. voilà, on reviendra dessus après. Donc bah comme on l'a évoqué juste avant en S, donc en prétendant au titre ou on peut le traduire par prétendant à la finale. Moi, je sais pas si je te compte dedans, mais moi j'ai mis pour moi Top Sport et Damwon Gaming. Donc premier de LCK, premier de Chine arrive en finale. C'est ça. Enfin, pour moi, en tout cas, ça doit tourner comme ça, et c'est comme ça qu'on le voit. Je pense que de toute façon, là-dessus, ça s'est senti un petit peu dans nos premières discussions. C'est deux équipes qui arrivent avec supposément le plus de force, qui s'annoncent comme étant les plus fortes et qui, du coup, ont tout aussi à prouver, hein, forcément. Hein. On a connu, hein, je pense tout le temps à 2015, mais LGD qui était censé écraser les Worlds et qui, au final, voilà, euh, c'était pris un peu une déconvenue, des choses comme ça, mais là, cette année, l'écosystème chinois est quand même beaucoup plus stable et, enfin, en tout cas, le potentiel chinois, on le connaît un peu plus. Et du coup, bon, bah, Top eSport forcément et Damwon Gaming, bah, avec leur perf en Corée, ça annonce quand même que du bon pour eux, quoi. Et surtout, c'est une équipe qui est restée ensemble et qui du coup, se connaît bien et qui va pouvoir, qui a déjà de l'expérience au Worlds.
En A, on avait mis en Outsiders, du coup, parce que ce tableau, on l'a fait à deux, donc du coup, il n'y a pas de, il y a pas de disparité, mais en Outsiders, on avait mis JD Gaming, forcément, vu que c'est finaliste et que c'était close avec Top Esport, c'est obligé. On avait mis Sunning ensuite, parce que ça reste une des équipes qui a mieux perf en Chine. Et cette année, quand tu es une équipe chinoise, tu fais partie des outsiders. Et G2 Esport, parce que G2 Esport, même si c'est plus en dents de scie cette année, ça reste une équipe qui peut aller se frotter, notamment en BO5, au meilleur. Peut-être moins monstrueux que l'année dernière, peut-être moins prometteur que l'année dernière, mais ça peut toujours passer. Dans le groupe B, donc dans les équipes qu'on voit arriver au moins au quart de finale, bah alors du coup, on a mis Dragon X, Fnatic et Genji, mais du coup, toi t'avais mis que c'était Mad Lion qui passait en quart. Et ça, c'est mon pronostic, c'est C'est pas ton pareil, pronostic, ok. mais C'est ton c'est qu'un pronostic. pronostic. Ouais, d'accord, bon bah du Euh, coup, en soi, Dragon X, ouais, tu les rank B. Enfin, je veux dire, si on discute, c'est sûr que voilà. Mais c'est pour ça que après Mad Lions est en C. Mais oui, Dragon X, normalement, ils sont censés passer les groupes. C'est-à-dire, ça reste une équipe forte de LCK. Enfin, normalement, les équipes de LCK ont l'air, en tout cas, légèrement au-dessus des équipes européennes, j'ai l'impression. Mais il y a match, quoi. En tout cas, c'est serré. il y a match. Bon, Fnatic, parce que bah, Le groupe est on actif. attend moins, par rapport au groupe qu'ils ont, on attend au moins ça d'eux. Et Genji, bah Parce que rouleur. parce que rouleur. Parce que rouleur, quoi. Parce que Enfin, je vois pas rouleur, comment définir. Et et puis une belle équipe quand même autour. Donc, c'est quand même une équipe qui a qui a pas si mal performé en LCK quand même, hein. clairement, C'est clairement. bien débrouillé. Et il y a un gap Et entre Damwon et les deux autres, mais Genji a quand même bien performé. effectivement. En potentiel upset à la qualif, on avait mis Mad Lions, Rogue et LGD. Donc LGD, selon leur perf aussi par rapport au play-in, mais bon, c'est une équipe chinoise, on peut pas vraiment tourner autour, même si c'est pas la meilleure, on en reparlera. Mais forcément, il y a moyen. Et puis après, Maderog, c'est l'espoir européen, je pense qu'il parle plus qu'autre chose, mais surtout vu les groupes qu'ils ont tirés. Mais bon, s'il y a un upset, ça doit forcément passer là. C'est-à-dire leur seul moyen de sortir des groupes, c'est l'upset. Enfin, c'est obligé. Yes. Bah après, si on a pas, enfin, si on a, je pense, si on n'a pas mis, si on n'a pas mis le GD, pardon, plus haut que C, enfin, si on n'a pas mis dans potentiel, dans passe de groupe, c'est parce que déjà, il faut qu'ils sortent des play-in. Et en fait, si on regarde un peu les résultats que l'équipe a fait, et si on regarde sur l'année, en fait, bah, c'était un peu en dents de scie, quoi. En spring, ils ont fini 15e ils ont fini 15e. En summer, ils ont fini 6e. Ce qui est pas mal, ce qui est pas mal, en fait, au vu de la compétitivité qu'il y a en Chine en ce moment. En playoff, bah, ils ont fini 4e, du coup. Ils se sont fait sortir 3-0 par Sunning. Voilà, ils ont pris la deuxième place au Regional Qualifier. Bon, c'est pas une équipe qui a l'air, elle s'est bien rattrapée, on va dire, sur la fin de la saison. Mais voilà, c'est pas une équipe qui était forte du début de 2020 à la fin de 2020. Du coup, par rapport aux autres équipes chinoises qui ont un état de forme plus solide, c'est une équipe qui peut ne pas qui peut ne pas passer les groupes, mais qui a quand même le potentiel, au vu des derniers résultats, de se hisser dans le dernier carré, quoi, et de participer au quart de finale. Clairement, à la différence du coup des deux équipes qu'on a mis en D, qui sont FlyQuest et Machi, qui sont des équipes clairement en dessous sur le papier et qui ont beaucoup à faire pour pouvoir sortir de leur groupe. Ils sont avec des équipes qui sont quand même plus en vue, qui sont censées arriver en quart assez aisément. Et du coup, là, on les a mis en D forcément, quoi. Et puis, bon, Mathieu, on les connaît pas bien, donc on verra un petit peu comment ça va se passer. Mais FlyQuest, désolé pour Fivol et Agnar, mais ça va s'arrêter là, hein, les gars. Après voilà, hein, bon, c'est pas, on les a mis en D, hein, mais c'est des joueurs qui ont de l'expérience, c'est des joueurs, on parle de Power Fable et Agnar du coup, hein. C'est des joueurs qui ont de Mm. l'expérience, Agnar a déjà été au Worlds, bon, tout peut arriver, encore une fois, mais ouais, ce papier, c'est pas, FlyQuest, de manière générale, c'est pas le même calibre
que les autres équipes de son groupe. Globalement, c'est très dur de voir une équipe nord-américaine. C'est très difficile de se dire qu'une équipe nord-américaine peut aller chercher. En tant que viewer amateur, c'est difficile de se dire que une équipe américaine peut aller battre une équipe coréenne ou une équipe chinoise. C'est chaud. Du coup, et européenne aussi, hein, du coup, mais ça c'est par fierté, du coup. Mais voilà, c'est compliqué. Donc à voir quelle est la plateforme de FlyQuest. Mais pour l'instant, pour nous, ça s'arrête à la phase de groupe. Ouais, clairement, ça passe pas la phase de groupe. Après, du coup, en BO5 pour se qualifier, PSG Talon, qu'on attend quand même à arriver potentiellement en phase de groupe, mais on les a mis là parce que c'est l'équipe qui a le plus potentiel de se faire upset par une des wildcards, et parmi les wildcards qu'on va mettre, personnellement, j'ai mis Unicorns of Love. Toi, t'as mis V3 Esports. Je dirais. Enfin, on s'est mis d'accord pour dire bon, allez, on met les deux. Et puis derrière, enfin, de toute façon, ça va jouer entre les deux. Et vu que Supermassive, je pense que l'état de la Turquie est un peu meilleur que celui du Brésil, donc on voit plus Supermassive jouer le BO5 pour se qualifier. Je pense que toi aussi, que INTZ ou Legacy, quoi. Il y a plus BRTT chez INTZ, hein, du coup c'est chaud, il y a pas le Draven pour carry les games. Mais voilà. Et puis du coup, autant enchaîner, hein, parce que sur le wildcard, il n'y a pas non plus grand chose à dire. Mais du coup, en wildcard, pas ouf, il y a INTZ, il y a Legacy, il y a Rainbow CZ, qu'on attend beaucoup moins, quoi. C'est les équipes qu'on voit finir dernière de leur groupe, et voilà, quoi. Voilà, ça va jouer en tout cas, soit ils vont être dans le BO5, 3ème, 4ème, et se prendre et peut-être pas réussir à se qualifier, mais voilà, quoi. Il y a peu de chances, en tout cas, que ce soit elle qui dispute la 2ème ou 3ème place, quoi. Voilà. Mais bon, et là-dedans, il nous manque 2 équipes, non? Il nous manque 2 équipes. Exactement. Du coup, il nous manque TSM et TSM, putain, TSM et Team Solomid. Team Solomid, elle porte bien son nom, cette équipe. Bien porté son nom, oui. C'est la légende raconte que c'est Bzerchen qui joue avec 4 wards autour de lui. Et du coup, t'as vu, il regarde les écrans des autres, hein, il est obligé. Et Team Liquid, du coup, le mauvais cheval américain. Et apparemment, c'est Broxa et 4 plus haut, là. Non, mais en fait, on les met là, on les met à part parce que et on va enchaîner du coup sur le sujet des NA, mais dans quel état arrivent les NA, quoi. Vraiment. C'est TSM, Team Liquid. Pourquoi on met pas FlyQuest avec? Parce que FlyQuest a eu des performances au moins beaucoup plus stables, alors que je sais pas du coup si t'as beaucoup regardé les SNA. J'ai regardé les dernières, j'ai regardé la finale, j'ai regardé la demi-finale, j'ai regardé les quarts. En fait, j'ai regardé toutes les dernières games, je les ai regardées en fait. Les qualifications pour les Worlds et la finale, tout ça j'ai regardé. J'ai vu la défaite de C9. Du coup, ouais. Mais de toute façon, voilà. Hein. De manière générale, les NA, c'est du show. C'est beaucoup de show. Et c'est beaucoup de clown fiesta. C'est beaucoup d'aramomide. C'est vraiment une région où quand tu regardes les games, tu te dis, waouh, c'est marrant ce qu'ils font. Du coup, ils jouent que au milieu. Ils jouent pas en sidelines. Ils font des plays bizarres, ils font... Quand ils jouent en sideline, c'est ultra bizarre. C'est-à-dire que là, quand on parle d'anciens joueurs champions du monde, on parle d'Impact, du coup, qui est chez Team Liquid, qui a quand même sorti sa meilleure TP à un moment pour aller prendre une T2 tout seul, et qui après s'est fait catch, et du coup, derrière l'équipe du coup, qui était FlyQuest, il me semble, prendre la shore et finir une game dégueulasse de 45 minutes. Ouais, et puis, oui, la durée des games en NA dépasse très souvent les 40 minutes parce que, parce qu'ils ont besoin. Voilà. Et voilà, c'est parce qu'il faut 2 Elder Dragon et 3 Baron Nashor pour finir une game. Contrairement à d'autres régions majeures, les games, elles se finissent avec 1 ou 2 objectifs majeurs max. Des fois, en Nord-Amérique, ça pousse, hein. C'est 2 Elders, c'est 3 barons, c'est dur, des fois, c'est très dur. Mais bon, c'est le show, hein, c'est ce qui fait un peu le charme de la région, comme on dit. C'est ça. En fait, tu vois, ce podcast, il est un peu comme les NA. Il est pour le fun.
Voilà, c'est ça, Et du coup, exactement. c'est C'est ce qu'il faut se dire. et, et c'est ça qu'il faut se dire. Faut surveiller. C'est pour le fun. Et c'est pour ça qu'on les met à part, notamment TSM et Team Liquid. Parce que c'est des games de 40 minutes, improbables. En fait, à partir du moment où on va rentrer dans cette quatrième dimension, DNA, tout peut arriver. C'est-à-dire que TSM peut prendre une game à Genji. Euh, Team Liquid peut aller chercher ce ding. Il n'y a pas de problème. À partir du moment, même si jamais il y a une wildcard ou des choses comme ça et que Team Liquid arrive dans le groupe B, Team Liquid peut aller chercher JD Gaming. On sait jamais. Bjergsen qui sort Zilean, on sait pas. Peut-être que les Chinois sont pas prêts. Voilà, Bah, c'est des choses, voilà. ça, voilà, ce qu'il faut se dire quand même, c'est que bon, euh, on a beaucoup positionné l'Amérique comme une équipe majeure bien en dessous des autres. Et on la positionne comme étant une équipe, comme étant une région qui envoie des équipes qui généralement, Cloud9 est une exception, qui Mhm. généralement font des performances qui sont assez Désastreux. anormales au vu des structures, qui ont des moyens colossaux, qui ont des coaching staff colossaux. Euh, voilà, donc on les positionne souvent très mal parce que ben malgré tout le background qu'il y a derrière, tous les moyens qui sont mis en œuvre dans ces équipes, eh bien les résultats sont très rarement au rendez-vous. Et du coup on les positionne mal, mais par contre, on va pas se mentir, et faut pas non plus dire que ce sont des équipes qui sont nulles à chier complètement. C'est cher. C'est des équipes qui sont très bien capables de performer à un niveau plus que convenable pour les moyens qui sont mis en œuvre et qui peuvent très bien renverser voilà la tendance et prendre des games à des équipes qui sont qu'on attend plus fortes qu'elles en fait. Du coup c'est pour ça qu'en fait on les a mis dans une espèce de boîte spéciale, TSM et Team Liquid et FlyQuest peuvent très bien prendre des games des équipes coréennes, des équipes chinoises, des équipes européennes, Le parce plus que, probable, bah, c'est une équipe européenne quand même. oui, le plus Ou probable une c'est une équipe équipe coréenne. coréenne, non, européenne, pardon. Le plus probable c'est une équipe européenne, hein, parce que on va dire que c'est la région avec le niveau le plus proche. Mais tu vois, Euh, ouais, vas-y. mais voilà, tout ça, ça dépend de l'état de forme des joueurs, ça dépend des Mais tu adversaires. vois, Et c'est un peu puis, le c'est des problème, BO1, donc voilà, c'est ouvert, quoi. C'est la beauté ouais. un peu des BO1, c'est que c'est ouvert. Tout peut arriver, c'est comme dans un match de foot. Bah, c'est possible que tout peut arriver. Voilà, Mais on sait tu vois, pas. ce potentiel d'aller chercher une game aux Européens ou aux Coréens, il est inversé, c'est-à-dire que c'est un potentiel aussi de dropper une game au wildcard assez facile. Oui, C'est-à-dire que voilà. les wildcards arrivent avec un plan de jeu clair et voilà, ben, Disons, les Américains, ils peuvent disons, vite perdus, hein. disons que, en général, les équipes américaines, c'est une épée à double tranchant. Ça peut très bien trancher un arbre centenaire, comme se casser ou rebondir sur l'arbre et se couper lui-même, quoi. Tu vois. C'est vraiment, euh, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses, quoi. Mais Et parmi, mais après, si une équipe ouais, américaine arrive à se hisser en dehors des groupes et arriver dans le dernier carré, eh ben tant mieux. Ce sera l'accomplissement de toutes les ressources qui ont été mises dans la structure, dans les joueurs, dans le coaching c'est staff. vrai qu'ils se cassent bien la gueule parce que leur système, il est vraiment périmé et il faudrait que Riot mette un gros coup de pied dans la fourmilière, notamment sur le système académique. Si ça pouvait ouvrir un peu plus les yeux, mais bon, le problème, c'est que les yeux, je pense, des États-Unis, enfin de l'Amérique du Nord, sont bien ouverts, mais que personne ne veut rien y faire parce que l'écosystème fonctionne malheureusement et voilà, même s'il est en perte de vitesse, c'est un écosystème qui fonctionne. Je veux dire, je veux dire, à partir du moment où tu acceptes tes 8 de tes 10 équipes en playoff, à partir de là, t'as pas un système compétitif du tout, quoi. C'est obligé. C'était, Et bon, en fait, ouais, c'était un peu une catastrophe, hein, ce remaniement ça coule. du fonctionnement du Summer Split, là, de la qualification World jusqu'au playoff, hein, toutes les playoffs, en fait, c'était bizarre. Et d'ailleurs, c'est tellement été bizarre que l'équipe qui a le plus dominé sa ligue, en Amérique du Nord, et qui n'a pas réussi à se qualifier, bah, c'est Cloud9, du coup. Donc, c'est vraiment chaud, quoi. Même si leur summer est vraiment moins ouf que leur spring. Ouais, leur summer est Mais moins bon. ouf que leur spring, mais globalement sur l'année, pour moi, la meilleure équipe Ah bah, américaine, c'est Cloud9, hein. Y a ils méritent pas... plus, par exemple, que TSM normalement. Bah ouais, ils méritent plus que TSM, quoi. TSM qui se TSM, réveille... Mais c'est un peu une arnaque.
Tu sais, mais ils arrivent à se réveiller à la fin. Double lift, moi je te dis, c'est un escroc, c'est un agent infiltré. Il arrive toujours à se trouver une place dans l'équipe qui finit en finale du Summer, à gagner et arriver aux Worlds. Il arrive à faire ça tous les ans. Ça doit être le seul joueur qui a gagné ses finales domestiques avec 3 équipes différentes. Ouais. Team Liquid et CG, quoi. Double lift, c'est un escroc. C'est un escroc. On va faire une petite transition sur un autre sujet. On avait du coup, enfin les NA, on parlait des NA et du potentiel d'aller chercher une équipe coréenne ou une équipe européenne. Et je pense qu'une des questions de ces Worlds, ça va être de désigner un petit peu parce que la Chine est considérée comme région numéro 1, mais derrière, on a l'Europe ou la Corée. Et là-dessus, la question se pose. Je sais pas pour toi, où est-ce que tu positionnes l'Europe par rapport à la Corée ou la Corée par rapport à l'Europe? Bah, je dirais en fait, moi, je pense que l'Europe et la Corée, par rapport à la Chine, hein, l'Europe et la Corée, il n'y a pas un gap qui est énorme, il n'est pas faramineux. Je pense que G2 et Damwon, c'est deux équipes qui se valent. Mais comme G2, comme Damwon est vraiment en forme, et comme c'est une équipe qui, je pense, est plus carrée, plus sérieuse dans leur façon de jouer, eh ben, je pense que la Corée est devant, en fait. Parce que bon, si on regarde, G2 bat Fnatic 3-0, mais G2 n'est pas assez, enfin, moi je positionne pas G2 comme étant, une équipe qui arrive à toucher Damwon. Bah ouais, voilà quoi, si tout ce qui est en dessous de G2 en Europe, ça marchera pas, enfin c'est pas au niveau de Damwon quoi. Donc c'est pour ça que de façon globale, moi je pense que la Corée est plus à même d'arriver en finale que l'Europe. Même si G2 a quand même des armes à jouer et Fnatic a des armes à jouer et toutes les équipes européennes ont des armes à jouer. Faut bien se rendre compte aussi que le niveau de la Corée est encore moins fort qu'avant. C'est pas dire on n'est pas au retour d'une domination incroyable. Il y aura des games disputés entre les Coréens et les Européens, ça c'est certain. Il y aura des games disputés même avec la Chine, hein, ça reste, enfin je veux dire, les 3 régions sont capables d'aller chercher en BO1 et potentiellement en BO5. Ça c'est toujours une question du jour et voilà, enfin ça on l'a répété au moins 30 fois dans le podcast, mais bon. Mais il faut bien se dire aussi que par rapport au niveau de jeu, à ce qui a été proposé, ce qui a été vu, moi j'ai beaucoup suivi la LCK, il y avait des games, c'était compliqué. C'était BO3 qui sont pas pas fabuleux, pas tout le temps, et du coup, enfin, en effet, il y a un peu à l'image de l'Europe, il y a un petit gap entre le premier et le reste. Sachant que l'Europe arrive quand même avec 4 représentants. Je pense que l'avantage qu'a l'Europe, c'est que Mad Lions et Rogue se sont montrés très forts en BO1, que G2 est potentiellement plus fort en BO1 qu'il n'était avant, vu qu'ils ont dû faire une fin de saison massive pour pouvoir se qualifier aux playoffs. Il y a que Fnatic où je pense en BO1 c'est un peu fluctuant, mais voilà. Mais il y a vraiment Damwon G2 de chaque côté, puis un reste un peu plus homogène de niveau d'équipe, qui ont chacun un playstyle un peu différent. Bon, là il y a que Genji et Dragonix, mais ils ont chacun un peu un playstyle qui est pas forcément le même et qui du coup s'opposent. Mais voilà, pareil, c'est 2 régions où des BO ont été très marqués, où souvent ça a mis des 3-0 aux autres équipes. Donc au final, il y a peut-être il y a eu des games à sens unique, ce qui fait que ouais, c'est vraiment les confrontations directes qui vont nous déterminer qui s'en sort le mieux entre les équipes européennes et les équipes coréennes, quoi. Mais il y a un niveau qui reste assez homogène et la place de deuxième région se fera beaucoup au résultat, quoi. Mais en dehors de ça, il reste la région dont on parle un petit peu en travers de ce podcast tout le temps, qui est là, qui fait peur, très peur, notamment 2 équipes. Mais moi, et on en avait parlé un petit peu avant, et je pense que là, j'aimerais bien un petit peu que tu décrives ça un peu plus en longueur, mais je voulais poser comme question, et je pense que les gens, s'ils y en a qui écoutent ce podcast, s'il y en a qui veulent réagir, je pense que
une question que je me posais, enfin, que je me pose avant les Worlds et j'attends d'avoir une réponse claire, c'est est-ce que la Chine peut atteindre le niveau qu'avait la Corée en 2015 et 2016 au niveau de la domination? Parce que on a quand même un côté waouh, la Chine fait peur. Quoi. Et ce côté la Chine fait peur me rappelle le sentiment qu'on avait par rapport à la Corée avant chaque Worlds de 2014 à 2016. 2013 moins parce que c'était un peu plus à découverte, mais 2014 à 2016 il y avait la Corée ça fait peur. Et la Chine était deuxième région et l'Europe essayait de gratter une place. Mais est-ce que la Chine peut atteindre ce niveau où aucune équipe chinoise ne sera éliminée par autre chose qu'une équipe chinoise et du coup arriver en finale avec une finale 100% chinoise quoi. Ouais. D'ailleurs, petite parenthèse, je suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est que, est-ce que c'est pas la première fois qu'on a autant de nouvelles équipes d'une région qui sont envoyées aux Worlds? Parce que là, on a 3 équipes qui n'y sont jamais allées, qui sont toutes neuves. Est-ce que c'est Ouais. pas la première fois qu'une région envoie autant d'équipes différentes, une région majeure envoie autant d'équipes différentes aux Worlds? Surtout que pour le cas de la Chine, c'est parce qu'ils ont un quatrième seed qu'il y a une équipe qui a déjà gagné les Worlds. Parce que Ouais. s'il n'y avait pas de quatrième seed, ce serait trois nouveaux seeds. Ce serait ce serait trois nouvelles équipes. C'est 3 nouvelles Tout court. équipes avec un vivier de joueurs qui est à 80%, 90%, il est frais. Le vivier de Ouais, joueurs est c'est ça. frais, c'est pas des joueurs En dehors de qui Karsa, ouais, en dehors de Karsa et Sword Art, qui jouaient dans d'autres équipes auparavant et qui ont déjà connu les Worlds, tous les autres joueurs chinois, il me semble qu'ils sont nouveaux hein, dans la compétition internationale des Worlds. Et ouais, ça montre un peu que la Chine, bah, c'est une région où le talent émerge, progresse vite et arrive vite sur la scène internationale, quoi. Contrairement à l'Amérique du Nord, par exemple, où ça se passe pas mhm. du tout. Ah bah, Et l'Amérique du Nord, l'Europe cette année, on a des nouveaux joueurs, c'est ça. plus que jamais d'ailleurs, je crois. Au Worlds, on a jamais eu autant de nouveaux On joueurs. a, ouais, il y a moyen. Rogue, c'est trois rookies aux Worlds. Rogue Mad Mad Lions, Lions, c'est 5 rookies aux Worlds. Non, pas Humanoid, donc 4. Et Fnatic, il y a Selfmade qui a pas connu les Worlds. Et c'est tout. Du coup, ça ah, fait. attends, t'as oublié le mid? Nemesis a jamais connu les Worlds, si? L'année Si, bah, dernière? l'année dernière. Oh là Mais là, oui. j'ai complètement Il zappé. solo Ah, avec Vega. mais j'ai toujours l'impression que le transfert de Caps, c'était l'année dernière. J'ai Ah toujours non. l'impression que ça fait juste un an qu'elle est partie. Ça fait mal quand même. Ça fait Là, c'est la mal. deuxième année. Et non. Voilà. Oui, donc voilà. Donc pour revenir à la Chine, oui, est-ce que la Chine, est-ce que ça va réussir est-ce que ça va atteindre le niveau de domination de la Corée de 2015-2016? C'est ouvert, c'est possible. Il y a beaucoup de qualité dans le jeu chinois. Ils sont très agressifs, ils sont très très bons en teamfight. Il y a de toute façon, juste regarder les matchs de leur ligue, hein. Même en bas de tableau, ça se bat sec. C'est C'est clair. hyper agressif. Bon bah, je sais pas si on aura le même style de jeu que FPX cette année. Parce que FPX, si je dis pas de bêtises, hein, si je me souviens bien, ils avaient un style de roam qui était très dynamique. Ils arrivaient à mettre la Bah, pression sur la carte leur pick partout. limite, c'était Mindfeed, Galio, Rise, c'était Ouais, des picks ça bougeait dans tous les sens. très, qui bougent beaucoup, ouais. Donc là, au vu de la progression des équipes actuelles en Chine, des représentants cette année, du style de jeu, et puis des échos qu'on a un peu de comment ça se passe sur le super serveur, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine, c'est une région qui a un serveur spécial où il y a que les joueurs d'un certain niveau qui peuvent être sur ce serveur. Et quand tu vois un petit, enfin moi personnellement je les ai vus, donc je rajoute ça. Hein. Mais quand je vois un peu les games qui se passent sur le super serveur et le niveau de jeu et comment ça se passe, bah ouais, les Chinois ils sont impressionnants quand même. Clair. Ça peut résister à des dives 1v3 avec un perso qui a un seul potentiel de CC. Ça joue super agressif, c'est vraiment voilà, hein,
c'est super dynamique, c'est super, en fait, ils sont très très bons mécaniquement sur Super Server, et, et ça, c'est peut-être un truc qui peut jouer en faveur de la région, en fait, Et il me semble contrairement que à l'Europe c'était. et aux autres, et au NA et à LCK. C'est rigolo que tu parles du super serveur. Il me semble que c'est Grabs qui a eu un compte de joueurs sur le super serveur et qui du coup, genre, je crois qu'il joue, c'est G2 Mexicano, un truc comme ça. Et que du coup, il joue sur le super serveur, il se fait allumer. Ah, Forcément. ça j'ai pas Mais, suivi du coup, mais moi j'ai vu, apparemment, les coachs, il y a certains coachs qui ont eu des comptes joueurs en fait. ouais, j'ai Et vu du quelques coup, games entre Uzi et Reckless, parce que Uzi, même s'il a mis même si pour l'instant sa carrière est arrêtée, c'est peut-être indéfini, hein, mais même si sa carrière est finie pour l'instant, Uzi qui est l'un des meilleurs AD carry historiquement chinois qui existait, voilà, il streamait encore, et j'ai vu des games entre lui et Reckless, et c'est toujours impressionnant, quoi, il se passe beaucoup de choses. Voilà. après, ce qui peut empêcher du coup, enfin, la Chine de faire un petit peu une performance à la 2015-2016, c'est que déjà ils ont 4 seeds, donc il y a plus de chances forcément qu'il y ait une des équipes qui se fasse éliminer par autre chose qu'une équipe chinoise. Bon, ça après s'il reste encore 3 seeds, en fait, si à partir du moment où il y a 3 équipes qui arrivent dans les phases de poule et que aucune de ces équipes se fait éliminer par autre chose qu'une équipe de sa région, pour moi on pourra faire le comparatif assez aisément. Mais la méta est moins fermée, je trouve, qu'en 2015 et 2016, où c'était une méta qui favorisait énormément le jeu coréen. Et en tout cas, le jeu à l'époque de la Corée. Et du coup, il y a un potentiel. Et comme on le dit depuis le début de ce podcast, et je pense que c'est un petit peu, ça va être notre, je sais pas, enfin notre devise. C'est en B1, tout est possible. Tout peut arriver. Donc du coup, voilà, ça va être la devise de The Iron Chat. Le niveau d'analyse le plus haut que vous pouvez trouver dans ce podcast, c'est en BO1, tout peut arriver. Ouais. Et du coup, Voilà. voilà, bah, historiquement, bon, si on revient sur l'historique un peu de la Chine au Worlds, on voit que il y a toujours une équipe qui sous-performe, ou qui s'arrête là où on l'attend pas qu'elle s'arrête. Par exemple, RNG en 2019 et EDG en 2016 et 2018. Ouais. Du coup, il y a ça qui joue. Il y a aussi le fait que, bah bon, ça on a déjà dit, hein, du coup, mais il y a 4 équipes, donc il y a forcément une équipe, il y a plus de chances que, vu qu'il y a 4 seeds, il y a plus de chances qu'une équipe chinoise se fasse retirer par une autre équipe chinoise. Et du coup, bah, voilà, quoi. Et c'est ça quand tu dis RNG, tu vois, enfin RNG c'était 2018 où ils passent pas l'écart éliminés par G2 et l'année dernière où ils sortent pas des phases de poule alors qu'ils ont l'air super forts franchement, où les games contre SKT sont très relevés, mais ben vu que c'est du BO1 et qu'ils ont perdu le mauvais BO1 contre Fnatic, ben du coup c'est Fnatic qui est passé et pas RNG. Donc Yes. des fois ça joue à ça, Fnatic qui était potentiellement, je pense à ce moment-là moins fort que RNG, hein. Je pense que c'est pas honteux de dire que RNG l'année dernière, je pense qu'en phase de groupe, ils font des meilleures perfs que Fnatic, mais c'est juste que Fnatic arrache la bonne game au bon moment à SKT et arrache la bonne game au moment à RNG. Alors que juste avant, dans la même journée, ils galèrent à battre Clutch Gaming, quoi. Donc enfin bref, c'est la loi des BO1 qui fait que ben si t'arrives avec le bon état d'esprit et tout, ben tu peux prendre une game à une équipe qui est supposément plus forte. C'est comme si on prend un exemple à l'inverse, en Europe, c'est G2 qui se fait éliminer en 2017 alors qu'ils ont le niveau de RNG et Samsung, je pense. Et Mhm. voilà. Mais bon, c'est un mélange de luck au tirage au sort, un mélange de performance sur le jour J et tout ça, quoi. C'est tous ces paramètres-là qui rendent forcément les Worlds hyper hype, quoi. Vraiment, c'est la compète qu'on attend chaque année et on sait pourquoi. Voilà. Bon, en tout cas, les Worlds, du coup, les play-ins, ça commence le 25 septembre. J'ai pas le planning sous les yeux, mais peut-être que je peux trouver ça rapidement. Du coup, les Worlds, ça commence le 25. Moi, j'aimerais bien savoir quelle est la première game. Il y a une équipe Avant. américaine dans la première game. Il y a une équipe américaine dans la première game, je crois. C'est Team Liquid, vu que, voilà. Mais, hop, 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 équipe groupe, format et date. Tac, tac, tac. J'essaie de trouver. Agenda complet des matchs, bonjour.
l'agenda complet des matchs. Non, la première game, ce sera Mad Lions contre INTZ. Ah merde! Du coup, à 10h, Mad Lions INTZ. Programme de la première journée, donc Mad Lions INTZ, voilà, puis PSG contre Rainbow Seven, Legacy INTZ, LGD contre PSG Talon. Par contre, la dernière game de cette journée-là, à 14h, ce sera Team Liquid contre Mad Lions pour un U versus NA qui s'annonce sympathique. Voilà, et du coup, après, on continue comme ça jusque les tours éliminatoires qui se dérouleront le 29 et le 30 septembre. Pour ensuite un début du main event qui sera le 3 octobre avec un premier match FlyQuest contre Papy Sport. Donc préparez vos 15 minutes, ce sera cool. Attends, t'abuses quand même. Laisse une chance à FlyQuest. Je pense que la game va durer plus de 15 minutes. Ouais, c'est ça. Je pense que la game va durer plus que 15 minutes. Enfin voilà, en tout cas, j'espère que ça a été au moins un podcast qui vous aura plu. N'hésitez pas à balancer vos pronos, vos idées sur ces Worlds, ce que vous en attendez, et à réagir, à nous proposer un petit peu aussi des suggestions, peut-être de discussion. Nous, on verra quand est-ce qu'on refait, si on fait une petite édition post-play-in, ou si plutôt on attendra la fin des phases de groupe. Mais on aimerait bien prolonger ce format de temps en temps pour mettre un petit peu un avis de suiveur de l'e-sport, de l'e-sport, ouais, en tant que suiveur amateur un peu. Bah, on verra si on fait ça après la... En vrai, on pourrait faire un petit épisode commentaire sur l'état des play-in, après les play-in. Oui. Après le tirage, bien sûr, hein, enfin, après le positionnement des équipes qui sont montées dans le main event. On pourrait faire un petit podcast juste commentaire pour déconner. Et après, on en fait encore un autre de commentaire après la fin du main event, de la phase de groupe. Et après, on en fait un tout dernier après la finale. Yes, on peut faire comme ça. Les autres podcasts, les podcasts de commentaire sont vraiment courts. Hein. C'est juste histoire de commenter un peu les résultats, de parler un peu des games, c'est tout. Voilà. C'est ça. Ce sera un petit peu... En fait, c'est ça, c'est ce qu'on aime bien faire, et je pense que d'autres fans de Ligue pourront s'y reconnaître là-dedans. Mais c'est ce qu'on aime bien faire, du coup, avec FX, c'est se retrouver et parler des matchs, quoi. C'est vraiment dire, ah, t'as vu ce qui s'est passé là, et machin, et puis ça, c'était rigolo, ou ça, c'était fou. Et voilà, quoi. Donc, c'est un peu cette ambiance-là qu'on aimerait bien développer dans les prochains podcasts. Mais voilà, bon, en tout cas, merci, parce que je pense que là, on dépasse l'heure. Nous, on s'était dit, on va essayer d'être en dessous de l'heure, mais comme d'habitude, quand vous êtes dans un podcast, ça dure plus longtemps. Exact. Donc voilà, si vous nous avez suivis, si vous avez tout écouté, vous êtes des héros. Et, et du coup, n'hésitez pas à nous le dire directement, et puis on se retrouvera une prochaine fois. Voilà. Ouais, ben voilà, merci à tous, hein. Et puis n'hésitez pas à faire des suggestions, et puis à commenter un peu le podcast. Allez, bonne soirée à tous, bonne journée, ça dépend quand est-ce que vous écoutez ce podcast, et puis à la prochaine. Et n'hésitez pas à flame dans le chat aussi. Hein. Parce que c'est le Iron Chat, du coup. C'est ça.